Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 37e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière, quel que soit votre parcours de vie. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Malika de Riche, écrivaine, podcasteuse, rentière dans l'immobilier, passionnée par l'autonomie financière et personnelle, notamment celle des femmes. Comme vous le savez, puisque j'en ai déjà parlé dans ce podcast ainsi que sur Instagram, je vis avec un handicap moteur. En effet, je suis atteinte de la maladie de Stromfeld-Lorrain, qui est une paraplégie spastique héréditaire ou familiale. Et comme bon nombre de maladies rares, on n'en sait pas beaucoup sur le sujet. Et même si la science progresse, sur le peu d'informations qu'on a, il y a certains détails qui changent, entre guillemets. Par exemple, il y a quelques années, on disait de cette maladie qu'il s'agissait d'une hémiplégie spastique familiale, héréditaire ou non. Quoi qu'il en soit, et pour la faire courte, j'ai des difficultés à la marche. Je suis handicapée. Il m'est donc apparu évident que j'allais parler à un moment ou à un autre dans ce podcast du handicap et de l'argent. Et aujourd'hui, je suis très fière d'ouvrir une nouvelle série de ce podcast Fini les dettes. Cette série s'appelle Handicap et indépendance financière. Alors, pourquoi cette série? Eh bien, c'est très simple. Pour moi, c'est un sujet invisibilisé, souvent mal compris et pourtant essentiel pour des milliers de femmes. Et parce qu'être une femme en situation de handicap ne veut pas dire abandonner ses rêves d'autonomie, de confort ni de richesse. Dans cet épisode, nous allons parler d'argent, évidemment, mais aussi de réalité, d'injustice et de solutions. Ce 37e épisode est divisé en 5 parties. Partie 1, pourquoi parler d'argent et de handicap est essentiel. Partie 2, combien coûte vraiment le handicap au quotidien. Partie 3, les aides existantes et leurs limites. Partie 4, ce qu'on ne dit jamais, le coût invisible. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Comme toujours, mesdames, je vous invite à prendre de quoi noter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode dès maintenant avec une femme concernée de près ou de loin par le handicap. Est-ce que vous êtes prête? Je suppose que oui, alors c'est parti. Partie 1, pourquoi parler d'argent et de handicap est essentiel. Aujourd'hui, 12 millions de personnes vivent avec un handicap en France, d'après l'INSEE, une étude de 2023. Parmi elles, la majorité sont des femmes, souvent isolées financièrement. Pourtant, on en parle trop peu. On parle de soins, d'accessibilité, mais jamais des coûts réels ni des stratégies financières spécifiques que cela impose. Et quand on vit avec un handicap, même léger, même invisible, chaque euro a une valeur différente. Ce n'est pas du caprice ni de la plainte. Il s'agit d'une réalité économique. Cela me rappelle une anecdote récurrente. Comme beaucoup de personnes, je suppose, j'aime voyager. Et lorsque j'organise mes voyages, je cherche le moyen de transport le plus confortable. Et c'est systématiquement ou presque le moyen de transport le plus onéreux. Et à chaque fois que je dis que si je prends le train, par exemple, je veux être en première classe, on me traite tout simplement de bourgeoise. Parce qu'en réalité, personne ne prend en compte mes besoins. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est que d'avoir constamment mal aux jambes. Personne ne sait ce que c'est que de souffrir dès que tu marches. Que même au repos, si je ne suis pas dans une position confortable, je souffre. Pour eux, pour mon entourage, pour ces personnes qui me disent que je suis une bourgeoise, qui me pensent capricieuse et trop exigeante, je devrais faire l'effort de baisser mon niveau de confort pour payer moins cher. Et oui, parce que pour ces personnes-là, l'argent est la priorité. Parce que leur santé leur permet de lésiner sur le confort. Du coup, elles se disent que c'est pour tout le monde pareil. Et que les personnes qui payent plus cher pour voyager sont riches ou jouent les riches. Bref, c'est mal. Vous voyez, nous ne vivons pas dans la même réalité. C'est quelque chose que je dis souvent. Nous ne vivons pas dans la même réalité. Parler d'argent et de handicap, c'est donc lever un tabou puissant, un énorme tabou puissant et étouffant, mettre des mots sur une charge souvent ignorée et commencer à construire des solutions réalistes
respectueuse et durable. Et pour cela, nous devons savoir de combien d'argent on parle, ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2, combien coûte vraiment le handicap au quotidien? Selon l'APF France Handicap, le surcoût lié au handicap varie de 500 euros à 1900 euros par mois selon la nature et la gravité du handicap. Voici les principales dépenses. Aide technique, fauteuil roulant, verticalisateur, pas facile à dire, verticalisateur, lit médicalisé. Un fauteuil électrique peut coûter entre 4 000 et 20 000 euros d'après Handitech, une étude de 2022. Et la prise en charge n'est jamais totale. Aménagement du logement. Adapter une salle de bain coûte en moyenne 8 000 à 15 000 euros. Un monte-escalier, comptez 3 000 à 12 000 euros. Transport. Quand les transports en commun sont inaccessibles, ce qui est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît, c'est un taxi adapté. Et il faut faire appel à un taxi adapté, très coûteux, ou acheter un véhicule équipé entre 25 000 et 40 000 euros, évidemment, si tu le prends neuf. Si tu le prends d'occasion, c'est moins cher, mais ça reste plus onéreux qu'une voiture, qu'un véhicule non adapté. Aide humaine. Les heures de présence à domicile sont souvent sous-évaluées. Je dirais même que les gens pensent que c'est gratuit. Une auxiliaire de vie coûte entre 17 et 25 euros de l'heure, d'après la Fédération du service à la personne en 2023. Soins spécifiques non remboursés. C'est parti. Physiothérapie, nutrition, soins complémentaires. Des centaines d'euros par mois peuvent partir sans remboursement. Ces chiffres, je le sais, peuvent donner le vertige, mais il est essentiel de les connaître pour cesser de culpabiliser, de ne pas y arriver comme les autres. Passons maintenant à la partie 3, les aides existantes et leurs limites. Parce que, heureusement, il existe des aides. Voyons cela de plus près. La première, c'est certainement la plus connue. Il s'agit de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Elle s'élève à 1 033,32 € par mois au 1er avril 2025, d'après la CAF, à taux plein, c'est-à-dire pour les personnes dont le taux d'incapacité est de 100%. Personnellement, mon taux d'incapacité à moi est de 80%, donc le montant de mon AH est fixé en conséquence. Il est donc moins que 1 033,32 €. L'AH est soumise à condition de ressources. Le site de la CAF nous informe que si on perçoit une pension de vieillesse ou d'invalidité supérieure ou égale à 1 033,32 € par mois, l'AH n'est pas accordée ou supprimée. Toutefois, on peut percevoir une pension, invalidité ou vieillesse, et l'AH, mais d'une manière ou d'une autre, le montant total de tout cela, AH et pension, ne dépassera jamais le montant de l'AH qui est versé. Concrètement, dans mon cas, suite à une mauvaise chute, je perçois une pension d'invalidité. Parce que je suis handicapée, la CAF me verse l'AH. Le montant de ma pension d'invalidité plus celui de mon AH est égal au montant d'une AH à 80%. Il faut aussi savoir que lorsqu'on est en couple ou qu'on essaie de créer une activité, l'AH peut être réduite, voire supprimée. Il est aussi très important de se renseigner auprès de la CAF et de garder en tête que tous les 3 mois, la personne handicapée, son époux et son ou ses enfants adultes doivent déclarer leur revenu à la CAF afin que celle-ci calcule le montant de nos droits. Autre information, et pas des moindres, la CAF demande très régulièrement, sans aucune explication, l'ensemble des revenus du foyer sur les 24 derniers mois. Oui, les 2 dernières années. Alors, je me suis renseignée, j'ai envoyé un message, j'ai demandé pourquoi, et on m'a répondu que c'est pour calculer mes droits. Je ne sais toujours pas quoi en penser, dans la mesure où chaque trimestre, c'est exactement ce que je fais, déclarer mes revenus sur les 3 derniers mois, et ceux de mon conjoint. Passons aux autres aides. La PCH, prestation de compensation du handicap. Elle peut aider à financer l'aide humaine, le matériel, l'aménagement. Mais les démarches sont longues, les plafonds sont parfois dérisoires et les restes à charge restent élevés. CMI, MDPH, exonération fiscale, etc. Il existe d'autres aides, mais elles nécessitent souvent des dossiers complexes, de nombreux justificatifs et des délais parfois de plusieurs mois, voire années. Et trop de femmes ne demandent rien par honte, par peur de dépendre ou parce qu'elles sont mal informées. Ça me donne envie de partager une petite anecdote qui m'a longtemps fait souffrir. Vous le savez, je suis née avec ce handicap, cette maladie incurable. Et très jeune, on m'a dit et redit que j'allais devoir trouver du travail pour ne pas être une assistée. Et on me répétait, il faut que tu trouves du travail pour payer tes factures quand tu vas travailler, si quelqu'un veut bien embaucher une personne handicapée.
Bon, ce genre de discours qu'on m'a servi encore et encore pendant des années m'a longtemps fait culpabiliser. Et ça m'a empêché de prendre soin de moi et de ma santé. Parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans pour avoir la paix, en fait. J'ai mis ma santé de côté pour que cette personne qui me harcelait et me culpabilisait d'être handicapée se taise, qu'elle me laisse tranquille. C'était ça ma priorité. Mon premier emploi, c'était à la mairie de Paris. Et dès lors que j'ai signé ce CDD en alternance, cette personne a fermé sa bouche. Elle s'est tue. Ça a été comme magique. Elle n'a plus eu rien à dire. Le prix à payer pour qu'elle me fiche la paix, ça a été ma santé. Et à la fin de mon contrat d'alternance, j'étais au chômage, ce qui est normal. Et puis, j'avais besoin de repos. Mais j'hésitais à demander l'AAH. Et quand elle m'a été refusée, parce que la MDPH refusait systématiquement les nouvelles demandes, j'ai dû puiser en moi la force pour faire appel de cette décision. Et je me souviens que ça a été un véritable tourment pour moi. Je me détestais de demander une aide qui m'est due et nécessaire. Et je me suis hâtée de trouver un nouvel emploi. Et sincèrement, honnêtement, je vous le dis franchement, j'ai gâché des années et ma santé à vouloir répondre à des exigences de personnes valides qui détestent les personnes handicapées. La haine et la peur des personnes handicapées, ça existe, ça porte un nom et ça s'appelle le validisme. Nous vivons dans une société validiste, ce qui rend la vie des personnes en situation de handicap encore plus difficile. Et c'est ce qui nous amène tout naturellement à la partie 4 de cet épisode. Partie 4, ce qu'on ne dit jamais, le coût invisible. On parle rarement de ce que j'appelle le coût invisible du handicap. Et pourtant, il nous prend beaucoup trop de temps et d'énergie. Voyons cela en détail. Commençons par le temps perdu dans les démarches. Je vous ai fait un petit topo il y a quelques minutes sur l'AH et la déclaration trimestrielle et parfois biannuelle. Eh bien, ça continue, que ce soit pour les demandes d'aide, les déclarations de revenus ou autres. On doit réunir tout un tas de documents pour que quelques mois plus tard, on nous redemande les mêmes informations. C'est exactement ce qui se passe avec la CAF, mais pas que avec la CAF. Comme si le long processus pour faire reconnaître mon handicap n'avait pas été suffisant, il faut que je déclare à la CAF tous les 3 mois les revenus de mon foyer. Et même si la CAF prétend avoir accès à notre déclaration de revenus, très régulièrement, elle nous demande nos revenus des 2 dernières années. Je me répète, parce que j'en ai assez de cela et que je n'ai même pas d'explication logique. Quand j'ai eu besoin d'un fauteuil roulant, en plus des documents envoyés, j'ai reçu chez moi une ergothérapeute avec qui nous avons fait le tour de mon logement et avec qui j'ai pu discuter de mes besoins réels. Alors évidemment, je comprends pourquoi elle est venue, je comprends. Pour autant, de mon point de vue, ça me prend du temps et de l'énergie. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une personne en situation de handicap est avant tout une personne. Elle a donc d'autres choses à faire en plus de toutes ces démarches. La fatigue chronique, ça c'est le deuxième point, la fatigue chronique qui empêche de travailler autant qu'on voudrait. Cette fatigue-là, elle empêche aussi d'être soigné correctement parce qu'il arrive qu'on soit trop fatigué ou trop endolori pour se rendre à un rendez-vous médical, que ce soit chez l'ophtalmologue, chez le dentiste ou chez un spécialiste. Et ça, très honnêtement, le corps médical s'en fiche. Quand tu prends rendez-vous sur Doctolib, par exemple, tu dois annuler au dernier moment parce que tu es trop fatigué ou trop endolori ou que tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas prendre un nouveau rendez-vous chez ce médecin, chez ce spécialiste. Peu importe la raison, tu es bloqué. Alors, ce n'est pas tous les médecins et tous les spécialistes qui le font, mais apparemment, ils ont cette petite option de bloquer la personne qui ne vient pas. Point suivant, les opportunités professionnelles manquées à cause d'un manque d'accessibilité. Si vous saviez le nombre de postes auxquels je n'ai pas candidaté quand j'étais salarié parce que l'endroit était mal desservi ou qu'il n'y avait pas d'ascenseur, vous hallucineriez. Et même en tant que chef d'entreprise véhiculée, il m'arrive de me poser des questions. Et puis, je me rappelle qu'on n'est pas du tout dans un monde inclusif, mais bel et bien dans une société validiste qui rejette de façon quasi systématique les personnes en situation de handicap. Il y a plein d'événements auxquels je ne me rends pas parce que je ne peux pas me garer devant le lieu, ou qu'il y a des escaliers sans rampe, ou qu'il n'y a pas d'ascenseur. Résultat, mon ascension, le développement de mes activités professionnelles prennent plus de temps. Et à cela s'ajoute une immense frustration. Et ça aussi, il faut prendre en compte parce que ça aussi, on doit le gérer.
Point suivant, les achats de confort ou de compensation comme une meilleure literie, un micro-ondes à hauteur ou un smartphone à reconnaissance vocale par exemple. Ce coût invisible est souvent ignoré par les proches, les institutions, les employeurs, mais il pèse lourd dans le budget chaque mois. Parfois, on nous demande, mais pourquoi tu ne travailles pas à temps partiel ou à temps plein? Ou encore, pourquoi tu dépenses autant pour un truc que moi je paierais 2 fois moins? Personnellement, ce genre de questions, je la trouve assez arrogante et déplacée. Parce que vivre avec un handicap, ce n'est pas un loisir coûteux. Il ne s'agit pas d'aller faire de l'équitation. Vivre avec un handicap, c'est vivre avec quelque chose de douloureux physiquement et mentalement. Vivre avec un handicap, c'est une réalité avec ses propres règles économiques. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Nous voilà déjà arrivés au bilan. Voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Vivre avec un handicap coûte plus cher que vivre sans handicap, entre 500 et 1900 euros par mois de plus selon les cas. Les aides existent, mais elles sont parfois insuffisantes, inaccessibles ou conditionnelles. Il existe aussi un coût invisible qu'il est temps de reconnaître. Et ce n'est pas une fatalité. Avec des stratégies adaptées, une bonne information et une communauté ou un entourage bienveillant, on peut avancer. Passons maintenant au défi de la semaine. Pour ce défi de la semaine, je veux que tu prennes 30 minutes pour faire une liste honnête de tous les surcoûts liés à ton handicap ou à celui d'un proche. Même si tu ne vis pas avec un handicap, fais cet exercice pour comprendre, soutenir et même mieux militer. Et si tu veux aller plus loin, assainir tes finances, comprendre le fonctionnement de l'argent ou tout simplement me soutenir dans mon travail, eh bien, je t'invite à commander mon livre Fini les dettes, disponible en librairie. Si tu ne le trouves pas sur place, n'hésite pas à le commander et si tu préfères ou que tu as l'habitude de commander tes livres en ligne, tu trouveras le lien juste en dessous de cet épisode. Cet épisode est maintenant terminé. Je te remercie de ton écoute. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin puisque nous parlerons de travail avec le sujet suivant, travail et handicap, comment trouver un emploi qui respecte vos besoins. Nous parlerons d'accessibilité, de statut RQTH, d'indépendance et même de reconversion. Un épisode incontournable que tu sois en recherche, salarié ou entrepreneur. En attendant, prends grand soin de toi, de ton énergie et de tes finances et souviens-toi, tu es capable, tu es légitime et tu as le droit de réussir. On se retrouve mardi prochain ici même à 14 heures. Bye bye.